Bonsoir à tous, chers invités. Nous vous adressons nos salutations les plus chaleureuses depuis les divers lieux où vous vous trouvez. Je suis Aboubakar Alphaba et c'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui pour ce dialogue virtuel organisé par le West African Think Tank WETI en partenariat avec l'ambassade d'Irlande au Sénégal dans le cadre du projet Renforcement et transformation des systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest. Après avoir précédemment exploré des sujets comme l'enseignement des STEM, le financement de l'éducation et la place des langues locales dans les systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest, il nous a semblé essentiel de consacrer cette session aux nouvelles technologies et plus particulièrement à l'intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest. Ce thème revêt d'une importance capitale car lorsque l'IA est bien intégrée, elle offre un potentiel significatif inégalable pour répondre aux défis éducatifs actuels, améliore notamment l'accès et la qualité de l'apprentissage et adapte les systèmes éducatifs aux besoins des apprenants. Pour enrichir ce dialogue, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Seydina Moussandiaï, dont la biographie sera présentée ultérieurement. Il partagera avec nous ses expériences, ses idées et son expertise sur le rôle et les implications de l'IA dans les systèmes éducatifs. Ce dialogue est possible grâce à l'engagement de l'ambassade d'Irlande au Sénégal dans le cadre de ce partenariat qui permet de partager les bonnes pratiques en matière d'innovation éducative, comme l'intégration de l'intelligence artificielle et de renforcer les échanges sur ces questions clés pour l'avenir de l'éducation en Afrique de l'Ouest. Sur ce, j'invite M. Joe Kiligan, représentant de l'ambassade d'Irlande au Sénégal, pour son mot d'ouverture. Bonjour, merci beaucoup. Monsieur, Madame, chers participants dans vos grades, rangs et qualités, merci à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce dialogue sur les nouvelles technologies et l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest. L'ambassade d'Irlande au Sénégal a ouvert ses portes en janvier 2023 et nous sommes très fiers que WATI était un de nos premiers partenaires ici à Dakar et dans la région. Nous avons été très ravis d'accompagner le WATI qui a organisé de nombreux événements tout au long de 2024 sur des sujets tels que l'accès des femmes à l'éducation STEM, la place des langues locales dans l'éducation et les innovations dans les systèmes éducatifs sénégalais. En Irlande, le thème de l'éducation nous tient particulièrement à cœur. L'éducation a joué un rôle clé dans le développement national de l'Irlande. Nous avons fait l'expérience directe du potentiel de transformation de l'éducation en tant que moteur du développement durable. Nous connaissons l'importance de s'adapter aux nouvelles technologies pour continuer l'évolution des systèmes éducatifs globaux. Les progrès majeurs de la technologie numérique et de l'intelligence artificielle transforment rapidement notre monde, obligeant les systèmes éducatifs à s'adapter s'ils veulent rester pertinents et s'assurer qu'ils fournissent à leurs étudiants les compétences technologiques dont ils ont besoin pour s'engager pleinement dans la société. L'intelligence artificielle a le potentiel de relever certains des plus grands défis de l'éducation aujourd'hui, d'innover dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage et d'accélérer les progrès vers les réalisations des ODD, surtout ODD 4. Cependant, les développements technologiques rapides entraînent inévitablement de multiples risques et défis. Alors que les systèmes éducatifs sont contraints de répondre positivement à la nécessité croissante d'élargir leur engagement vis-à-vis de la technologie IA, le nombre d'entre eux continuent d'être confrontés à une pénurie de ressources, ne serait que pour les fournitures de base et les installations scolaires qui permettent de créer un environnement d'apprentissage sûr. La technologie de l'IA peut constituer un outil positif pour le développement et les objectifs humanitaires, mais il existe des impacts négatifs potentiels et des préoccupations. L'Irlande est active sur les questions telles que la désinformation et les menaces connexes connectées à la démocratie. Grâce à divers partenariats, nous soutenons le renforcement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Pour terminer, je vous remercie encore de la part de l'ambassade d'Irlande pour votre participation ici aujourd'hui. Et je tiens surtout à remercier d'avance M. Seydina pour votre intervention à venir. Je voudrais aussi remercier le Dr Yabi, Mariam et l'équipe de WATI d'avoir organisé ce dialogue sur un sujet assez nouveau, mais qui va certainement jouer un grand rôle dans le futur de l'éducation. Merci.
Merci beaucoup, monsieur le représentant, pour ce mot d'ouverture qui revient justement sur ce partenariat qui a commencé au début de cette année 2024. Nous vous en remercions et maintenant, on va passer justement au mot d'ouverture du directeur exécutif du West African Think Tank, le docteur Gilles Yabi. Oui, merci Alphaba. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Joe Gilligan de l'ambassade d'Irlande au Sénégal pour ce mot d'ouverture qui détaille hein, le sujet du jour. Donc, je vais être beaucoup plus bref parce que je suis aussi très impatient d'écouter Dr Seydina Ndiaye, que je remercie très chaleureusement au nom de Wati et de l'ambassade d'Irlande au Sénégal d'avoir accepté notre invitation. Sa biographie vous sera présentée tout à l'heure. Je pense qu'elle en dit long sur son expertise très pointue sur la question de l'intelligence artificielle et au-delà sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs à partir du Sénégal, mais pas seulement. Monsieur Ndiaye fait partie des experts qui travaillent au niveau des Nations Unies sur l'intelligence artificielle et vu la multiplicité et la complexité des enjeux qui sont liés à cette question. Donc, je vais dire peut-être vraiment deux mots. Le premier, à nouveau, un mot de remerciement pour l'ambassade d'Irlande, pour souligner qu'au-delà, à nouveau, du soutien institutionnel que nous apprécions depuis le début de cette année et du choix partagé de travailler sur les systèmes éducatifs, j'apprécie particulièrement le fait de pouvoir mettre en avant, et en particulier à tout le monde, et en particulier à la jeunesse aussi de la région, le fait que toutes les nations sont confrontées à des défis extrêmement complexes à toutes les époques de leur histoire et que beaucoup de nations dans le monde, à un moment donné, ont perdu le fil de leur propre histoire, la conduite de leur destinée. Et l'Irlande fait partie de ces pays-là qui, pendant quand même de longues années, de longues décennies, disons, n'étaient plus tout à fait en contrôle de leur propre choix institutionnel, de leur propre choix politique, étant sous domination coloniale. Et donc, j'apprécie chaque fois le fait que lors de ces discussions impliquant l'Irlande, ce soit aussi un partage d'expérience, ce soit une mise en avant aussi de ce choix en particulier d'investir dans les connaissances, dans les personnes, dans les capacités pour justement se relever, pour donner à chaque nation la latitude de définir son propre horizon de progrès collectif. Donc, je suis toujours très heureux à nouveau de pouvoir introduire nos événements en partenariat. Le deuxième mot, simplement pour dire que Wati, c'est la transmission, c'est le partage des savoirs dans un objectif d'influence sur la réalité, sur les politiques publiques, sur les choix notamment de systèmes éducatifs, des choix qui sont absolument fondamentaux. C'est peut-être les choix les plus souverains en fait qui soient, c'est justement les choix en matière d'éducation. Et ce que nous essayons de faire, c'est justement d'être une passerelle entre l'expertise pointue dans beaucoup de domaines et le grand public, parce que nous estimons en fait que nous avons tous quelque chose à apporter et nous avons toujours aussi quelque chose à apprendre. Et cela nous nourrit individuellement et cela nourrit aussi nos actions collectives et notre capacité à influencer le cours de l'histoire de nos pays en Afrique de l'Ouest. Et je pense assez largement au-delà de l'Afrique de l'Ouest, de nos pays en Afrique et peut-être même dans le monde, parce que l'enjeu en particulier de cette discussion cet après-midi, l'intelligence artificielle, je pense que les défis sont absolument colossaux partout dans le monde. Personne ne sait totalement aujourd'hui comment appréhender l'ensemble des implications et comment faire en sorte qu'on soit préparé, qu'on soit mieux préparé et qu'en particulier nos jeunes soient les mieux préparés possibles au monde de demain. Mais en fait, c'est un monde de demain qui se dessine aujourd'hui puisque l'intelligence artificielle en réalité est déjà intégrée dans beaucoup d'applications que nous utilisons au quotidien. Et je termine en disant que les collègues plus jeunes de Wati ont décidé de m'expulser de la modération parce qu'ils estiment justement que je suis trop vieux pour modérer une discussion sur un enjeu d'avenir. Et donc, je suis très heureux d'être un participant aujourd'hui qui va écouter très attentivement, comme toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints, cette discussion. Et enfin, je pense qu'on est déjà une centaine, plus d'une centaine connectés à cette conversation et cela, je pense, traduit l'intérêt pour cette question, mais aussi l'intérêt et le respect pour l'expertise pointue du docteur Seydina Ndiaye. Merci à chacune et à chacun de vous et donc je nous souhaite une excellente conversation. Merci beaucoup au docteur Yabi pour son mot d'ouverture. Nous avons tous quelque chose à
a-t-il quelque chose à apporter et influencer justement le cours de l'histoire de notre nation? Avant d'entamer le dialogue et de céder la parole à nos modérateurs pour animer les échanges, permettez-moi à présent de présenter notre invité du jour, M. Seydina Moussandjaï. Il est titulaire d'un doctorat en informatique spécialisé intelligence artificielle, obtenu à l'université Paul Sabatier de Toulouse, et d'un MBA à l'IAE de Paris-Sorbonne. M. Seydina est actuellement enseignant-chercheur à l'université Cheikh Hamidou Kane du Sénégal, dont il a participé à la mise en place en tant que membre du comité de pilotage. En plus de ses activités académiques, M. Seydina est au sein de l'université Cheikh Hamidou Kane, UVS encore appelé directeur de programme de la formation, ouverte pour le renforcement des compétences pour l'emploi et l'entrepreneuriat dans le numérique, abrégé Force N, qui bénéficie de l'accompagnement de la Fondation Mastercard pour les 6 prochaines années. Au niveau national, M. Seydina Ndiaye est membre de plusieurs instances, notamment le Conseil national numérique, le comité de suivi et d'élaboration du plan Sénégal numérique 2025, le comité de pilotage du projet Parc de technologie numérique, abrégé PTN, et le conseil d'administration CNU SA. Il est également le président de l'Association sénégalaise pour l'intelligence artificielle, abrégé ASIA, qui regroupe une soixantaine de chercheurs et professionnels sénégalais du domaine au Sénégal et dans la diaspora. Au niveau africain, le Dr Seydina Ndiaye est expert pour l'Union africaine dans la mise en œuvre de l'agenda 2063, Taskforce Pan-African Virtual University, Taskforce Pan-African Strategy for Artificial Intelligence. Dr Seydina Ndiaye est parmi les 38 experts qui constituent le nouvel organe consultatif de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies dédiée à l'intelligence artificielle. Il est l'un des 6 Africains et le seul Sénégalais à intégrer cet organe nouvellement mis en place par l'Organisation des Nations Unies. Merci de nous honorer de votre présence aujourd'hui, Monsieur le docteur. Pour rappel, les événements virtuels avec l'ambassade d'Irlande et d'autres projets sont disponibles sur la chaîne YouTube de Wati et sur son site. Tout au long du dialogue, les liens de nos pages et chaînes vous seront envoyés pour rester connectés avec Wati. Je vais éviter de tirer en longueur. N'hésitez pas de poser des questions, de partager vos expériences et de contribuer de manière active à travers l'emplacement dédié. Merci à tous et bon dialogue. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Alpha, pour ce mot introductif explicite. Nous allons donc sans plus tarder rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez tous, les innovations dans l'information et la communication évoluent rapidement et transforment progressivement nos vies, en particulier dans des domaines comme l'éducation. Et face à ces dynamiques, l'Afrique se positionne pour tirer parti de ces technologies et répondre aux besoins éducatifs qui sont aujourd'hui croissants. Donc aujourd'hui, l'intégration des nouvelles technologies est un enjeu essentiel pour offrir plus de possibilités d'apprentissage, mais aussi améliorer la qualité de l'enseignement. C'est tout naturellement donc que ce premier temps de parole, de discussion, sera consacré à adresser un état des lieux de l'usage des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest. Donc, je remercie encore une fois notre panéliste, Dr Ndiaye, d'avoir répondu présent à cet événement, à ce dialogue virtuel. Et je vais commencer par poser notre première question qui est dédiée notamment donc, à l'état des lieux de l'usage des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs en Afrique de l'Ouest. Où en sommes-nous aujourd'hui en termes d'intégration des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle dans les systèmes éducatifs des pays de l'Afrique de l'Ouest? Bonjour Adidjet, merci pour l'invitation. Je remercie Gilles et toute l'équipe du WATI pour l'invitation. J'en profite pour saluer également tous nos participants à ce webinaire. Merci pour la question donc, qui me permet de dresser rapidement, mais bon, ce ne sera pas exhaustif. Je n'ai pas fait une étude pointue sur l'état des lieux en Afrique de l'Ouest, donc je vais juste parler de ce que je connais un peu. Donc, il y a 2 volets, en fait, dans votre question. D'abord, en ce qui concerne les technologies éducatives et ensuite, en ce qui concerne plus spécifiquement l'IA. Donc, en ce qui concerne les technologies éducatives, il faut savoir que depuis une dizaine d'années,
il y a un engouement sur l'intégration des technologies éducatives à travers les différents établissements d'enseignement supérieur au niveau de l'Afrique et notamment en Afrique de l'Ouest, avec déjà la mise en place quoi, de l'Université virtuelle du Sénégal, donc qui est devenue maintenant l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, avec un enseignement dédié complètement à distance, donc qui a nécessité la mise en œuvre en fait de certaines technologies éducatives pour permettre cela. Donc, on a vu à côté hein, la Côte d'Ivoire qui a lancé également son université virtuelle, mais avec un autre modèle qui était un peu différent de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane. Parce que l'université virtuelle de Côte d'Ivoire, en fait, a souhaité avoir plutôt un dispositif qui était très restreint, avec uniquement des formations, en fait, qui étaient dédiées au numérique. Donc, avec une population d'environ 3000 personnes. L'Université numérique du Sénégal est arrivée à 70 000 étudiants maintenant, donc après 12 ans quoi, d'activité. On a vu la même chose hein, se passer au niveau du Burkina, mais par exemple, qui a mis en place son université virtuelle. Ils sont venus nous voir, on a travaillé ensemble. Ils ont eu le même principe, donc avec une université virtuelle, mais avec des sites pour permettre en fait d'avoir cette proximité avec les apprenants. Donc ça a permis d'être assez efficace et de prendre en considération en fait les contextes africains où la connectivité n'est peut-être pas très bonne. Donc on a vu à peu près la même chose hein, dans d'autres pays comme le Mali où il y a eu pas mal d'initiatives, mais plutôt privées. Donc avec une université virtuelle du Mali qui était privée, donc qui essaie de faire des choses. Et pas mal d'activités avec une société EdTech, Kakagou, je pense, Kagadou, qui fait pas mal de choses et qui intègre même quoi, l'IA. Donc, ces universités-là, comme vous le voyez, hein, utilisent en fait des modèles qui sont assez spécifiques, donc pour permettre aux jeunes d'apprendre à distance, donc avec une plateforme qui intègre certaines technologies, mais avec également une contrainte pour valider ces diplômes-là, les rendre très crédibles, de pouvoir assurer également quoi, des évaluations à distance. Donc ça aussi, ça nécessite pas mal de technologies qui peuvent être intégrées. Donc on est plutôt dans le niveau, je vais dire le niveau 1 de l'intégration des technologies éducatives. On parlera durant le débat, c'est certainement en fait quoi d'autres types de technologies qui pourraient être intégrées et qui vont l'être très certainement en fait dans les années à venir. Maintenant, par rapport au contenu, euh, il faut savoir que quasiment toutes les universités maintenant intègrent les bases quoi, des nouvelles quoi, mais technologies. L'informatique est quasiment enseignée en fait pour tout le monde, que ce soit dans des filières scientifiques que dans des filières un peu plus littéraires. Et donc, il faut savoir qu'au Sénégal, mais par exemple, on a l'intégration de l'informatique qui est devenue obligatoire depuis une dizaine d'années dans toutes les filières. Donc ça permet au moins d'avoir cette maîtrise quoi, du numérique qui est quasiment généralisée au niveau de l'enseignement supérieur. Maintenant, au niveau le plus bas, il y a encore du travail à faire. Mais on a depuis cette année une volonté forte en fait quoi, de l'État d'intégrer le numérique dans les curricula. Donc on est actuellement dans une phase où l'État, mais par exemple quoi, du Sénégal, est en train de voir comment modifier les curricula pour intégrer quoi, le numérique. Maintenant, pour ce qui est de l'IA, il faut savoir que l'IA en fait est quasiment nouveau en fait pour la plupart des pays au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Et on a bien sûr de plus en plus de stratégies qui sont mises en place au niveau pays.
et on voit quelques formations en fait qui sont mises en place en fait au niveau des différents pays. On a aussi bien au Ghana, au Sénégal, au Burkina également, ils sont en train de mettre en place avec un projet assez ambitieux qui est accompagné en fait aussi bien par la coopération canadienne que par la coopération euh, anglaise. Donc, pour mettre en place, un institut qui s'appelle Citadel. C'est un programme de l'université virtuelle du Burkina. Donc, pour accompagner, en fait, quoi, pour la formation sur l'intelligence artificielle. Maintenant, en termes d'intégration des technologies, quoi, de l'intelligence artificielle dans les plateformes éducatives, on n'a pas encore quelque chose de très poussé, à part Kadagou, en fait, au Mali, qui est une edtech, quoi, mais privée, qui intègre un peu ces technologies. Au niveau de l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, on a également un projet qui est en cours, mais qui n'est pas complètement finalisé, qui est juste dans un pilote, donc qui permet en fait d'accompagner l'apprentissage de nos apprenants en utilisant des technologies, quoi, de l'intelligence artificielle. Donc voilà globalement pour répondre à votre première question. Merci beaucoup d'avoir dressé cet état des lieux, de nous avoir un peu éclairé sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui en termes d'intégration des nouvelles technologies. On voit qu'il y a des efforts qui ont été faits. Vous avez notamment parlé des universités virtuelles, la dématérialisation des cours, et aussi de différents projets. J'aimerais vous relancer sur ce point-là. Quelles sont vraiment les principales initiatives en fait, qui ont été mises en cours par rapport à ces projets-là pour faciliter l'intégration des nouvelles technologies et de l'IA? Pouvez nous en parler plus en profondeur, nous donner des exemples et aussi peut-être nous partager les résultats concrets qui ont été observés jusqu'à présent, parce qu'on le sait, il y a quand même des défis pour la mise en place de ces projets-là, notamment quand on parle du Mali, avec une situation où ils peuvent aller jusqu'à 36 heures sans électricité. Et là, on parle de nouvelles technologies, de IA qui fonctionnent essentiellement avec de l'électricité, de l'Internet. Quels sont les résultats concrets qui résultent de cet engouement, de cet engouement et de ces initiatives autour de cette initiative? D'accord. D'abord, je vais inverser la question, c'est-à-dire je vais parler des contraintes que vous avez soulevées pour dire que pour moi, en fait, les contraintes existent, mais les contraintes ne doivent pas empêcher d'avancer. C'est-à-dire que le problème de l'électricité ne concerne pas uniquement l'accès à Internet ou bien l'accès à des plateformes. Ça concerne l'accès à la télévision, ça concerne l'accès à l'éducation simple, hein. Si vous n'avez pas de courant chez vous, quoi, mais vous ne pouvez pas étudier. Voilà, vous ne pouvez pas faire le minimum. Mais ça n'empêche pas de mettre en place tout le dispositif qu'il faut pour que ça marche quand tout est là. Donc, l'accès à l'électricité ne peut pas être un frein au développement de l'IA en Afrique. Il ne faut surtout pas qu'on se dise qu'il n'y a pas encore quoi, de courant. Ben, s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de trucs, mais voilà. Donc, ça ne peut pas être un frein pour nous empêcher en fait de donner tout ce qu'il faut pour maîtriser la technologie, la mettre en œuvre et essayer d'avancer. Voilà. Et parallèlement, chaque État va mettre en place tout le dispositif qu'il faut pour régler ces freins-là. Mais par contre, il ne faut pas dire qu'il faut attendre d'avoir quoi, mais l'électricité pour commencer à travailler sur ces technologies-là. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse parce que c'est quelque chose que j'entends très souvent, que l'Afrique, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de truc. Oui, mais bon, le courant, c'est pour les IRM, le courant, c'est pour la radio, le courant, c'est pour la télé, et ça n'empêche pas d'avoir quoi, mais tout ça. Donc, il faut quand même qu'on puisse se concentrer et maîtriser la technologie et la développer. Euh, Par rapport à ces projets, par exemple, l'EdTech Gagadou, qui est au niveau du Mali, en fait, intègre un peu des dispositifs d'IA pour faire de l'accompagnement
à l'apprentissage avec du mentorat mais virtuel et avec beaucoup de contenu en ligne. Donc, ça intègre aussi bien l'apprentissage en ligne que l'utilisation de l'IA. Donc, je ne pourrais pas vous donner des résultats spécifiques par rapport au nombre, etc. Je n'ai pas fait une étude spécifique mais par rapport à ça. C'est juste des connaissances mais globales que j'ai dessus. Il y a une autre initiative au niveau du Mali, Robo Mali, donc qui accompagne également à l'éducation de l'IA et du numérique, donc avec pas mal d'ateliers qu'ils font, etc. Et là, ils sont également accompagnés au niveau international pour pouvoir faire pas mal de choses. Je sais qu'actuellement, ils sont en train de travailler avec l'État du Mali pour voir comment mettre en place en fait des formations en IA. Parce qu'apparemment, il n'y a pas encore de formation diplômante au niveau du Mali en IA reconnue. Et donc là, ils sont en train de travailler sur ça pour pouvoir permettre cela. Au niveau du Burkina, Citadel, dont je parlais tout à l'heure, est un programme en fait qui a commencé il y a maintenant 3 ans, 4 ans, et donc qui a comme objectif en fait d'utiliser un peu la diaspora africaine pour accompagner dans l'apprentissage de l'IA avec la mise en place de modules qui permettent mais de mieux apprendre avec l'IA et un mentorat qui permet de permettre à des gens qui sont expatriés et qui ont l'expertise de contribuer un peu à l'accompagnement de l'apprentissage des jeunes au niveau local. Voilà, donc ça, c'est pour ces différents mes projets. Au niveau du Sénégal, il y a pas mal de projets qui se font par-ci, par-là. Il y a Galsen AI, mais par exemple, qui est une communauté de jeunes très dynamique qui permet d'accompagner en fait mais à la connaissance autour de l'IA, donc d'abord en termes de culture générale, à rendre un peu plus accessible l'IA, en maîtrisant les technologies de base de l'IA. Et depuis cette année, ils ont lancé une initiative aussi pour accompagner dans la maîtrise des approches beaucoup plus pointues de l'IA pour aussi bien les enseignants que les professionnels. On a au sein de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane un labo qui est un Living Lab IA, donc qui permet en fait d'accompagner la mise en œuvre de projets IA, donc en passant de l'idée, la mise en place concrète du projet, le test avec toutes les parties prenantes. C'est parce qu'il faut savoir que l'IA, en fait, c'est une technologie qui nécessite d'avoir différents acteurs. Aussi bien ceux qui maîtrisent la technologie que ceux qui maîtrisent le domaine dans lequel on veut appliquer la technologie. Mais par exemple, si on parle de l'éducation, si on veut mettre en place des systèmes d'IA dans le domaine de l'éducation, il faut des gens qui maîtrisent l'IA, mais il faut également des gens qui maîtrisent la pédagogie éducative pour pouvoir mettre en place de tels systèmes. Donc, le Living Lab qu'on a mis en place permet de regrouper toutes ces personnes-là, de co-construire, de co-identifier la problématique et de co-construire la solution en utilisant des technologies de l'IA jusqu'à la phase test et jusqu'à la phase de déploiement. Donc ça, c'est un Living Lab qui va, dans les 4 prochaines années, accompagner en fait à développer un écosystème IA très fort au niveau du Sénégal. Et donc aussi bien dans des aspects d'innovation que dans des aspects de gouvernance et de politique publique. C'est parce que c'est important de prendre en compte ces aspects-là pour qu'on ait une IA responsable qui soit mise en œuvre au sein de nos différentes communautés. Au niveau de l'UCAD également, il y a un programme qui est là-bas, donc qui s'appelle DI Center for AI, donc qui accompagne également, mais surtout sur la partie données,
Donc, pour que toute la partie quoi, de gestion de données, de gouvernance quoi, des données, etc., et de mise en place quoi, de data space pour permettre quoi, à Media soit bien faite et bien mise en place. Donc, ces différentes initiatives, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des initiatives qui sont mises en place pour accompagner la stratégie IA quoi, du Sénégal et la stratégie données quoi, du Sénégal. Donc, c'est pareil hein, dans les autres pays, comme le Bénin ou autres, où il y a différentes initiatives quoi, qui permettent d'accompagner les différentes stratégies IA qui sont mises en place. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. Avant de poursuivre, j'aimerais rappeler à tous nos participants qu'ils ont la possibilité de poser des questions dans la boîte à questions juste en bas et que les questions seront relayées plus tard plus tard dans la discussion. Donc, tout ce qu'on dit est intéressant. Et pour poursuivre dans cette lancée, j'aimerais vraiment savoir, ou on aimerait savoir, est-ce qu'il y a une véritable amélioration dans l'enseignement? Est-ce qu'il y a une véritable amélioration dans l'enseignement suite à tous les projets que vous avez cités? Est-ce qu'on sent vraiment une nette amélioration ou comment est-ce qu'on mesure l'efficacité ou l'impact réel de ces projets-là, de ces initiatives qui ont été prises? Comment est-ce qu'on mesure l'impact? Comment est-ce qu'on mesure leur Ouais. efficacité? C'est une excellente question. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tout changement de paradigme, en fait, il y a ce qu'on appelle la résistance au changement. Et donc, actuellement, on est vraiment dans une situation où la technologie avance très, très vite, mais ce qu'on a l'habitude de faire reste là. C'est-à-dire les habitudes persistent et il est très, très, très difficile de changer un système éducatif. Euh, on a eu, si on prend le cas de la mise en place quoi, des différentes universités virtuelles au sein de la zone, on a eu pendant cette phase-là beaucoup de réticences. Je me rappelle quand on mettait en place l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, on a eu pas mal de réticences, c'est-à-dire que les jeunes qui étaient envoyés au sein de l'université, quasiment, ils pleuraient. C'est parce qu'ils se sentaient sacrifiés. On a eu la même chose avec les enseignants. Les enseignants ne voulaient pas vraiment encore venir dans cette université parce que pour eux, ce n'était pas une vraie université. Donc, on a eu du mal à construire en fait cette réalité-là qui était que la technologie au sein du système éducatif avait vraiment sa place et qu'il fallait revoir notre façon d'enseigner et notre façon d'apprendre des deux côtés. Donc, aussi bien du côté de l'enseignant que du côté quoi, de l'apprenant. Et donc, c'est vraiment quelque chose à construire. D'autres pays ont moins de mal à faire la transition parce qu'ils ont commencé la transition dans leur mode d'apprentissage qui était beaucoup plus centré sur l'apprenant. Nous, dans notre contexte, on a un apprentissage qui est centré sur l'enseignant. Donc, on a des salles où l'enseignant est celui qui détient le savoir, qui vient enseigner, etc. Et donc, ça reste un peu persistant, même si dans les faits, quand on est enseignant depuis une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, on se rend compte que même si on vient en salle pour donner le cours, la plupart des étudiants ou des jeunes mais qui apprennent vont aller sur Internet, prendre d'autres cours pour apprendre aussi. Donc, on ne se rend pas compte quand on est enseignant, mais l'étudiant, c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que l'étudiant, depuis une vingtaine d'années, ne se limite pas à l'enseignement qui est donné en salle de classe. Donc, on a cette transition-là qui doit se faire et avoir un apprentissage, en fait, qui est beaucoup plus centré sur l'apprenant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on donne à l'apprenant pour que l'apprenant puisse, par lui-même, constituer, en fait, sa base interne de connaissances dans sa tête. Et c'est ça le plus important. C'est-à-dire que
on a le but ultime quoi, de l'université ou des établissements, c'est de pouvoir inculquer ou donner aux apprenants le savoir qu'il faut. Et ce n'est pas du tout une arène où l'enseignant va montrer quoi, son savoir. Ce n'est pas ça le but. Et petit à petit, en fait, avec les nouvelles technologies qui sont mises en place, on se retrouve avec ce changement quoi, de paradigme-là qui, de plus en plus, va être forcé et va faire que, de toute façon, qu'on le veuille ou non, l'apprentissage, en fait, sera centré sur l'apprenant. Donc, l'apprenant sera essentiel et ce qui compte, en fait, c'est que l'apprenant puisse disposer de toutes les ressources qu'il faut pour pouvoir construire, en fait, quoi, mais ses connaissances. Et de là, le fait d'avoir, par exemple, une université virtuelle, ça répond vraiment à ça, parce que les cours dans une université comme la nôtre, mais par exemple, sont des cours, en fait, qui sont mis en ligne avec beaucoup de ressources, beaucoup de contenu. Et ce qu'on demande juste à nos apprenants, c'est d'aller piocher, en fait, ces contenus-là et d'apprendre par eux-mêmes. Donc, c'est inversé. Et donc, on se retrouve avec une classe inversée où c'est l'apprenant qui est central et qui va faire le travail, en fait, d'aller consulter quoi, ces contenus-là et d'apprendre et de maîtriser ces contenus-là. Donc, petit à petit, on aura ce retrait-là quoi, des enseignants. Et donc, c'est ce changement de paradigme-là qu'il faut que les enseignants puissent accepter et se reconstruire, en fait, pour avoir une autre approche pour faire quoi de l'enseignement. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on inverse, comme je viens de le dire, la classe avec l'étudiant qui est central, la technologie d'intelligence artificielle devient encore plus intéressante. C'est-à-dire qu'en se focalisant sur l'apprenant, on peut mettre en place des dispositifs d'IA qui permettent d'accompagner l'apprentissage de cet apprenant-là. Donc, en analysant en fait sa façon quoi, mais d'apprendre, en étant sûr qu'il a assez de contenu sur tout le périmètre en fait qu'on lui demande quoi, mais d'apprendre, et en étant sûr que toutes les connaissances qu'il doit apprendre sont bien apprises. Et si ce n'est pas le cas, de l'orienter automatiquement vers des ressources en fait qui permettraient de faire un apprentissage en fait qui est beaucoup plus efficace. Et donc ça permettrait en fait d'accompagner en fait cet apprentissage-là et petit à petit de rendre l'enseignant beaucoup moins présent, malheureusement quoi, mais pour nous, mais c'est une vraie réalité quoi. Et on va petit à petit se retrouver dans un cas où lors quoi, de l'apprentissage, l'étudiant aura de moins en moins besoin d'un enseignant, mais de plus en plus besoin d'un assistant virtuel ou autre qui va l'accompagner en fait dans son apprentissage. Merci beaucoup pour ces précisions et pour ces informations complémentaires. Euh, on va poursuivre donc avec cette question. Vous avez beaucoup parlé du Mali, du Burkina Faso, du Sénégal au niveau des projets. Et aussi, vous nous avez mentionné le fait que Internet ne devait pas être considéré comme un frein à l'intégration des nouvelles technologies dans les systèmes éducatifs. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pays dans la région qui sont beaucoup plus en avance, beaucoup plus avancés en termes d'adoption des technologies éducatives et de l'IA, on l'a vu, notamment les pays que vous avez cités, mais est-ce que vous pouvez nous préciser réellement quels sont les pays qui ont une grande avancée et pour les autres pays, quels sont les facteurs qui expliquent donc ces différences d'avancement? Est-ce que c'est des facteurs politiques, de politique publique, les investissements, les infrastructures? Qu'est-ce qui empêche en fait les autres pays de suivre le mouvement? Tout à fait. Merci hein, pour la question. Donc, je pense que si on prend la sous-région quoi, de l'Afrique de l'Ouest, le pays le plus avancé en termes d'intégration
de ces technologies-là, en fait, dans l'éducation, c'est vraiment le Sénégal, avec l'université numérique Cheikh Hamidou Kane, qui a actuellement 70 000 étudiants. Donc, c'est l'université numérique la plus grande, en fait, quoi, de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, on a réussi cela parce qu'on a adapté, en fait, notre façon d'enseigner en ligne en mettant en place ce qu'on appelle les espaces numériques ouverts. Donc, on s'est dit qu'en Afrique, avec le problème que vous dites, il faut prendre en compte les zones les plus reculées et prendre en compte le fait que l'Internet ne va pas jusqu'au fin fond quoi, des villages ou autres où peut être discontinu. Donc, on a mis en place des ENO. Donc, un ENO, espace numérique ouvert, globalement, c'est un espace de 2400 mètres carrés avec un amphithéâtre, avec 2 salles d'ordinateurs. Donc, chaque salle avec 100 ordinateurs connectés à Internet au débit. On a des salles de visioconférence et on a le Wi-Fi partout pour permettre aux jeunes d'accéder à Internet. Donc, le Wi-Fi indoor dans l'espace et outdoor dans la zone qui couvre, qui est autour quoi, de l'ENO. Donc, ça permet d'une part aux étudiants de se retrouver là-bas, donc d'avoir des lieux physiques où ils peuvent se retrouver, travailler ensemble, avoir accès à Internet. Et également, c'est l'espace où on fait certaines remédiations ou certains examens. Donc, les examens se font en présentiel pour la plupart. Et donc, cet espace-là nous permet donc d'avoir également au tout début, c'est-à-dire que quand on démarre les cours la première année, on a les premiers mois sont en présentiel. Pourquoi? Parce que ça permet d'abord de donner des cours de leadership, parce qu'on se dit que quand on veut apprendre à distance, il faut avoir une certaine autonomie. Donc, on leur apprend un peu plus le leadership, la confiance en soi, le développement personnel, etc. On leur donne des cours de présentation de la plateforme. On leur donne des cours sur le numérique de base pour leur permettre de faire leurs devoirs et autres sur Word, Excel, PowerPoint, etc. Et après cette phase-là qui se fait en présentiel, on leur donne un ordinateur portable et une clé de connexion Internet gratuitement. Donc, tous nos étudiants, les 70 000 étudiants de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane, ont un ordinateur portable gratuit et une clé de connexion à Internet gratuite. Donc ça permet, après cette phase-là, avec leur ordinateur, maintenant de continuer les autres enseignements à distance. Donc ce modèle-là permet en fait de garantir que ces étudiants-là auront, même à partir de chez eux, accès à Internet. Et ça n'empêche pas également de se retrouver dans les ENO pour étudier, pour apprendre en groupe, etc. Parce que c'est un facteur quoi, de motivation. Il faut tout faire pour ne pas laisser l'apprenant isolé, parce que quand il est isolé, il peut décrocher. Voilà. Donc ça, ce sont des dispositifs qui ont été mis en place. Et le Burkina est venu copier un peu le modèle. Donc, ils ont fait la même chose que nous. Ils ont fait des ENO beaucoup plus jolis que nous. Ça, c'est un fait, quoi, je l'avoue. Et ils essaient voilà, de faire le même modèle qui, semble-t-il, marche bien aussi chez eux. La Côte d'Ivoire vient aussi, mais eux, ils ont eu très tôt une université virtuelle, mais ils se sont limités en fait à avoir une université très petite avec des cohortes très restreintes. Et c'est depuis cette année en fait qu'ils ont choisi en fait d'élargir en fait les filières qui sont apprises. Donc, ils passent de l'informatique simple aux autres sciences. En fait, ils vont intégrer les différentes filières. Au niveau du Mali, c'était
c'est une université privée, donc avec moins de moyens, donc qui a essayé de baser en fait son modèle sur beaucoup plus de collaboration avec l'international, avec notamment des universités françaises pour avoir les cours, etc. Donc ça permet d'avoir des choses. Donc, eux, ils viennent après. Euh, et donc, des autres pays, ils ont moins ce dispositif-là quoi, qui est en place. Voilà globalement ce que je peux en dire. Merci beaucoup hein, pour ces précisions, toujours pour votre générosité dans les réponses. Tout au long de cette session, on a beaucoup parlé des universités, des universités, des universités. J'aimerais beaucoup qu'on se tourne aussi vers le premier cycle, c'est-à-dire Ouais. le primaire, la maternelle, le secondaire. Qu'est-ce qui est fait à ce niveau pour faciliter l'intégration de Ouais. de ces outils-là? Et est-ce qu'on observe aussi là-bas un changement dans la manière d'apprendre, tant au niveau des enseignants que des élèves? Ok. C'est vrai que j'ai parlé plus de l'université parce que c'est mon milieu, je connais le plus. Mais maintenant, pour parler du niveau de l'éducation, qui dépend de l'éducation nationale, donc primaire et secondaire, il y a eu un programme, j'ai oublié le nom du programme, il y a quelques années, qui s'est passé sur toute la sous-région, en fait, ouest africaine, qui avait comme objectif d'intégrer les tableaux numériques au sein de l'apprentissage, avec toute une formation qui a été faite pour les enseignants, etc., pour avoir des tableaux éducatifs où on avait des tableaux numériques avec du contenu en fait qui était affiché directement sur le tableau et qui permettait de faire ses cours directement. Donc, il y a eu une formation hein, qui a été faite pas mal euh, pour les enseignants, etc. Mais la mise en œuvre n'a pas été complète. C'est-à-dire qu'après le programme pilote, ça s'est arrêté. C'est-à-dire que les États n'ont pas suivi pour continuer en fait à supporter ce dispositif-là et on n'a pas eu une généralisation de ce dispositif. Par contre, on a eu ces dernières années, hein, ces 10 dernières années, beaucoup de programmes de connexion des établissements. Donc, quasiment au Sénégal, la plupart des établissements dans les grandes villes sont connectés à Internet. Maintenant, la généralisation de l'enseignement quoi, du numérique n'est pas faite. Donc, il y a certaines écoles qui ont des salles informatiques et qui ont des enseignements en informatique, en fait, qui ne font pas partie du programme normal. Et donc, c'est un programme à part qui est plus un programme quoi, de support pour intégrer cela. Mais depuis quelques années, hein, 2 ou 3 ans, on a cet engouement-là à vouloir intégrer le numérique. Et là, il y a le ministère, au niveau du Sénégal, le ministère de l'Éducation euh, nous a même demandé d'accompagner en fait pour l'intégration du numérique maintenant dans le programme officiel. Donc, je pense que d'ici l'année prochaine, le numérique va faire partie quoi, du programme et ce sera mais vraiment quelque chose qui sera intégré. Et on a par contre l'année dernière, depuis 2 ans, un programme au niveau du ministère de la formation professionnelle pour la mise en place d'un baccalauréat numérique. Donc, c'est-à-dire de faire une filière spécifique numérique à partir de la seconde. Mais bon, c'est toujours à l'état projet. Je pense que d'ici l'année prochaine, ce sera mis en place parce que le ministère de l'Éducation souhaiterait travailler avec le ministère de la formation professionnelle pour mettre en place quoi, ce baccalauréat numérique-là. Et ça changera complètement quoi, l'écosystème parce qu'on aura pour la première fois des jeunes qui, dès le baccalauréat, auront des compétences quoi, numériques. Et ça peut être très efficace pour la suite de leur carrière et même pour faciliter l'emploi. Et on a également un projet qu'on est en train de mener avec le ministère de l'Éducation pour former 105 000 agents
du, euh, de l'éducation au numérique et à l'IA. Donc, pour intégrer l'IA, en fait, dans la façon, quoi, mais de préparer ses cours et dans la façon d'enseigner. Donc, ça, c'est un projet en cours. Donc, on a eu le kick-off qui s'est fait euh, tout récemment. Et donc, on va travailler, en fait, quoi, sur ce projet-là d'ici l'année prochaine pour le rendre opérationnel. Dans les autres pays de la sous-région, par contre, je ne pourrais pas vous donner plus de détails par rapport à ce qui se fait parce que je n'ai pas fait une étude sur ça. Merci beaucoup pour ces réponses. J'aimerais poursuivre, mais je vais éviter de tirer en longueur et laisser la parole à Babacar Ndiaye qui sera chargé de modérer le second temps de discussion. Je rappelle encore à tous les participants de rester connectés parce que toutes les questions seront relayées juste après le second temps de discussion pour être sûr de ne pas répondre à des questions qui sont déjà prévues. Donc, Babacar, je vous laisse poursuivre. Merci beaucoup, Docteur Sedine. À bientôt, à tout à l'heure. À plus tard. Merci Adji. Bonjour Monsieur Ndiaye. Merci encore pour vos éclairages sur les questions qui ont été posées dans ce premier temps de discussion. Dans ce deuxième temps de discussion, nous allons essayer de voir un peu les questions liées aux opportunités, aux risques et aux défis liés à l'intégration des nouvelles technologies, notamment l'IA. Mais avant cela, j'avais deux ou trois petites questions à vous poser par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure avec Adji. C'est d'abord par rapport à votre université, l'université Cheikh Hamidou Kane. Est-ce que tous les étudiants bénéficient d'une formation généralisée sur l'utilisation de l'IA au sein de l'université? Non, pas du tout, mais on a un certificat qu'on a mis en place, par contre, qui s'appelle IA pour tous, et donc qui est ouvert à tout le monde. Donc, pas uniquement à nos étudiants, mais à tout le monde. Donc, qui permet d'apprendre les bases quoi, de l'IA et les différents outils quoi, de l'IA et de voir comment utiliser quoi, ces outils-là pour améliorer aussi bien son travail que pour ses études. Donc, ça, c'est un certificat quoi, qui est disponible et qu'on a mis en place dans le cadre du programme Forcen de l'Université numérique Cheikh Hamidou Kane. Mais ce n'est pas quelque chose qui est intégré dans le curricula de tous nos étudiants. D'accord. Et ma deuxième question, c'est par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les élèves et, au niveau primaire et secondaire. J'ai envie de vous demander à partir de quel niveau d'enseignement faut-il intégrer les nouvelles technologies et l'IA, selon vous? Ben, selon moi, il faut l'intégrer le plus tôt possible, quoi. C'est-à-dire que dès que le jeune a la capacité de comprendre ce qui l'entoure et d'utiliser son téléphone ou autre, parce que les jeunes maintenant, ils peuvent utiliser le téléphone très très tôt, ben, c'est utile que ces jeunes-là puissent être éduqués par rapport à différentes facettes quoi, de l'IA notamment par rapport à comment l'utilisation de base peut être faite et quels sont également les dangers autour de l'utilisation quoi, de l'IA et quelles sont les pincettes à prendre quand on utilise quoi, de l'IA. Voilà. Et l'aspect éthique aussi, très tôt, c'est important de le partager, comme ça les jeunes pourront grandir avec et savoir que c'est important de prendre ça en compte. Donc, je pense que le plus tôt, c'est le mieux. C'est ce que fait la Chine, hein. La Chine, ils font très, très tôt. Voilà, ce sont les pionniers quoi, dans l'intégration de l'IA très, très tôt, quoi. Merci beaucoup pour vos réponses. Euh, Nous savons que l'IA offre beaucoup d'opportunités et favorise beaucoup d'innovations technologiques. Pouvez-vous nous indiquer deux ou trois innovations clés qu'offre l'IA en termes de révolution du système éducatif? Et là, je veux vraiment élargir dans le monde, hein, pas forcément en Afrique et en Afrique de l'Ouest, mais vous, de votre expérience, quelles sont les deux ou trois innovations clés que vous avez pu observer avec l'utilisation de l'IA et de ces innovations dans l'enseignement, aussi bien dans l'enseignement, mais aussi dans les résultats des apprenants dans le monde? Oui, bon, l'exemple le plus classique qu'on peut avoir hein, quand on prend ce qui se passe actuellement avec l'IA générative, c'est l'utilisation d'une IA générative telle que Gemini ou ChatGPT pour aider pour aider d'abord l'enseignant
Donc, dans l'organisation de son cours, dans la façon de présenter les différentes séquences de son cours, dans la façon de mettre en place les évaluations, pour les jeunes, donc de créer des quiz ou de créer des questions, etc. Donc ça peut aider l'enseignant. Donc, à créer, à générer des PowerPoint ou autres à partir d'un document de cours, etc. Donc ça marche très, très bien. Ça permet d'analyser des documents qui sont faits, donc du côté de l'apprenant. Donc, quand on a un cours qui est large, on peut, à travers ces outils-là, avoir une synthèse du contenu du cours très, très vite, donner les points clés. Donc ça permet d'organiser sa façon d'apprendre, d'avoir des fiches synthétiques ou autres, et c'est très utile. Voilà. Maintenant, il faut faire gaffe sur la manière de l'utiliser parce que ces outils-là ne constituent pas un oracle, quoi. C'est-à-dire que ça ne donne pas nécessairement la vérité. Donc, c'est plus efficace quand on lui donne du contenu et qu'on lui demande d'analyser ce contenu ou de travailler à partir de ce contenu-là que de lui poser des questions mais qui sont générales. Donc, du point de vue de l'apprenant, c'est cette distance-là qu'il faut avoir avec l'outil pour savoir que l'outil ne dit pas nécessairement la vérité et il faut, quand on a quelque chose qui sort de là, essayer d'avoir d'autres sources pour compléter la réflexion. Donc ça, c'est vraiment des choses qu'on peut avoir avec des outils mais d'IA générative. On peut maintenant, dans le cadre des dispositifs mais d'apprentissage, comme je le disais, l'IA peut être utilisée en fait comme un assistant virtuel. Par exemple, on peut intégrer des systèmes qui permettent de suivre, mais par exemple, une salle de classe en présentiel. Si on a une caméra avec de l'IA, on peut voir en fait dans la salle quelle est l'attention de la salle. Donc, l'enseignant peut savoir qui suit, qui ne suit pas, et savoir si globalement la salle est attentive ou pas, et aider l'enseignant à mieux orienter son cours en live, mais pendant qu'il fait le cours. Ça, c'est quand il est en présentiel. Dans l'apprentissage à distance, on peut avoir un assistant virtuel en fait qui permet d'accompagner l'apprenant pour lui dire, voilà, vous avez bien compris, mais tel aspect, il vous manque tel aspect, essayez de voir telle ou telle partie du cours, mais qui va vous permettre, de faire une meilleure, un meilleur apprentissage, en fait, mais pour votre cours. Ça peut être utilisé également pour corriger automatiquement, en fait, des essais, mais qui sont faits par des étudiants. Mais là aussi, il faut que l'enseignant revoie derrière, en fait, pour voir si il n'y a pas eu mais des erreurs mais d'appréciation ou pas. Donc, ça peut beaucoup aider, mais pour gagner du temps. Donc, l'IA, en fait, ça permet de gagner du temps, ça permet de faire une analyse très, très vite, et ça permet de prendre ce temps-là, mais qui est gagné à faire autre chose. Voilà. D'accord. Ma prochaine question va porter sur ChatGPT. On en parle Ouais. beaucoup. Mais avant cela, est-ce que vous pouvez nous dire un peu quels sont les pays dans le monde qui sont vraiment à la pointe de l'utilisation du numérique et aussi de l'IA dans leur système éducatif? Bon, dans le système éducatif, plus précisément, je ne pourrais pas vous dire, mais précisément. Mais je sais que la Chine et les États-Unis vraiment sont les pionniers dans l'utilisation de l'IA. Ok. Quand on parle même de l'utilisation, de l'intégration, je mettrais même la Chine mais devant. Mais quand on parle de création et d'innovation, c'est les États-Unis. Voilà. Maintenant, la Chine intègre mais vraiment l'IA le maximum mais possible dans tout. Et donc, ça fait que ce sont les précurseurs en termes d'usage de l'IA. Donc, je dirais que c'est la Chine en fait D'accord. qui est en avance. D'accord.
Justement, vous avez parlé de ChatGPT, on en parle beaucoup. Cette intelligence artificielle capable de générer du contenu écrit, de répondre à toutes sortes de questions, d'organiser des notes, de développer aussi des lignes de code. Est-ce que vous le conseillez à vos étudiants, aux étudiants africains? Et est-ce qu'on a les études qui montrent que de plus en plus c'est aussi utilisé par les étudiants dans la région, en Afrique de l'Ouest? Je ne pourrais pas vous dire s'il y a des études ou pas. Certainement, c'est des études qui risquent d'être en cours, hein, parce que comme c'est tout nouveau, il n'y a pas très, très, très longtemps, ça risque d'être, voilà. Si j'ai des références, je pourrais vous transmettre ça. Mais par contre, c'est quelque chose que je conseillerais, bien sûr. On ne peut pas aller à contre-courant de l'innovation. C'est quelque chose qui existe, il faut le prendre en compte. Mais maintenant, il faut le prendre en compte aussi bien au niveau des étudiants qu'au niveau des enseignants. Maintenant, le prendre en compte et l'utiliser ne veut pas dire l'utiliser de n'importe quelle façon. Il faut l'utiliser de façon réfléchie, en connaissant bien comment ça fonctionne globalement et de façon éthique aussi. C'est-à-dire que ça n'empêche pas d'avoir cette créativité qui nous est propre en tant qu'humains pour faire le travail et juste utiliser cet outil-là pour nous accompagner dans le travail et non pas déléguer à 100% le travail à l'outil parce que ce qui sortira ne sera pas d'une qualité aussi parfaite que si c'était un humain qui l'avait fait ou même si c'était cet étudiant-là quoi, mais qui l'avait fait. Donc, il ne faut surtout pas penser que ChatGPT ou autre va faire le travail complètement à votre place. Ça va plutôt vous aider à mieux préparer votre essai, à mieux préparer vos cours, à mieux préparer les devoirs à faire, mais ça ne va pas le faire à la place quoi, de l'étudiant. Voilà. Donc, une Et quels sont les utilisation, risques? oui, mais réfléchie. Quels sont les risques liés au plagiat aussi avec l'utilisation de cet outil? Ben, le risque de plagiat existe avec Google, existe avec ChatGPT, hein, ça existe avec plein d'outils. Maintenant, il faut que les établissements mettent en place en fait des systèmes qui permettent quoi, de garantir en fait une détection au moins euh, à un certain niveau de plagiat. Donc, pour permettre de contraindre un peu les apprenants à avoir cette éthique-là quoi, dans le travail et également de pouvoir déclarer qu'on a utilisé ChatGPT pour faire ça et ça et ça. Donc ça, si on l'intègre, je pense que ça permettra aux jeunes d'utiliser ça, mais de l'utiliser de façon beaucoup plus efficiente. D'accord, merci beaucoup. Et ma prochaine question, c'est que finalement, l'IA, bien qu'il contienne un immense potentiel pour enrichir et développer l'apprentissage, pour certains, son déploiement rapide présente aussi des risques. Car dans de nombreux pays, ils sont utilisés en l'absence de cadres réglementaires nécessaires pour protéger les apprenants et les enseignants et pour assurer que leur utilisation dans le domaine de l'éducation soit une approche centrée sur l'humain. Vous avez parlé aussi de la question de l'éthique, mais finalement, quels sont les pays en Afrique de l'Ouest qui prennent en compte cette dimension éthique aussi et qui disposent de ce cadre réglementaire pour protéger un peu l'enseignant et l'enseigné? Le cadre réglementaire n'existe pas, n'existe nulle part pour, qui est spécifique à ça. D'accord. Mais par contre, ce qu'il y a, c'est que de plus en plus, les gens commencent à s'intéresser à ça. Il y a actuellement, par exemple, ici au Sénégal, il y a l'ANAQ-Sup qui vient de mettre en place un comité pour voir l'intégration quoi, de l'IA dans le système éducatif. Donc, on va avoir notre première quoi, mes réunions la semaine prochaine. Donc, ça permet en fait de voir quels sont les différents aspects à prendre en compte et quel est le cadre à mettre en place pour gérer ça. Mais il faut savoir que le cadre n'existe pas encore, hein. C'est quelque chose de très nouveau. Les gens ne savent pas encore bien comment ça marche, etc. Donc, il y a cette appropriation-là qui se fait, mais il n'y a pas encore un cadre quoi, qui existe. Mais maintenant, ce qu'il faut, au-delà d'un cadre contraignant, c'est
de renforcer le fait de sensibiliser. C'est-à-dire la sensibilisation va également quoi, de pair avec un cadre quoi, contraignant. Donc, il faut faire les deux. Il ne faut pas juste mettre un cadre contraignant parce qu'après le cadre contraignant, il faut le dispositif pour nous suivre que tout le monde joue bien le jeu. Et souvent, il n'y a pas ce dispositif-là. Et donc, autant également sensibiliser pour être sûr que les gens sont bien éduqués par rapport à ça et voir qu'il y a un intérêt à avoir les bonnes pratiques et l'éthique qu'il faut en fait dans l'utilisation de ces technologies-là. D'accord, merci beaucoup. Dans les lectures, justement, pour préparer ce dialogue virtuel avec vous, on a vu dans les documents cette crainte que certains ont par rapport à l'utilisation de l'IA, qu'on arrive à un moment donné où l'IA va avoir tellement un rôle important. Ce serait par exemple d'imaginer que l'IA puisse décider de l'admission des étudiants à l'université, de pouvoir lire et évaluer les dissertations des élèves, ou encore même déterminer les points forts et les points faibles de l'élève à partir de ce qu'il fait. Mais justement, cette crainte-là, est-ce que vous la partagez? Est-ce que on est dans une recherche d'efficacité avec l'IA et cela peut le permettre avec les algorithmes? Ou bien vous pensez aussi que ce sont des risques légitimes et que les gens aussi doivent faire attention à tout ce qu'on peut demander justement à l'IA? Oui, mais les risques, en fait, les risques sont là. Mais dans le domaine de l'éducation, les risques sont moindres comparés à d'autres secteurs comme la santé ou autres. D'accord, Dans le domaine de l'éducation, la plupart du temps, l'IA est utilisée pour accompagner le dispositif à être beaucoup plus performant, aussi bien du côté de l'enseignant, de l'apprenant, que de l'établissement même. Donc, pour pouvoir gérer certains aspects. Mais maintenant, on a ce qu'on appelle le cadre global réglementaire de la protection des données à caractère personnel. Donc ça permet de dire que quand on mettra en place des dispositifs IA et autres qui vont utiliser un peu la façon d'apprendre quoi, de l'étudiant, la trace qu'il fait au niveau du truc, il faudra peut-être passer par un préalable de demande d'autorisation pour permettre à l'apprenant d'autoriser le système à le tracer et à suivre quoi, ce qu'il fait pour l'aider à à mieux apprendre ou pour aider son enseignant à mieux le suivre ou pour aider l'établissement à mieux gérer quoi, son système éducatif. Donc, il faudra peut-être passer par ça. Et donc, translater un peu ce qui existe dans le cadre quoi, de toute la réglementation autour des données à caractère quoi, mais, personnel, avec un point de vue système IA spécifiquement. Donc ça, c'est des réflexions à mettre en place. Et je pense qu'au niveau de tout ce qui est cadre réglementaire autour de l'IA, ben, la réflexion est continue. Il n'y a rien de figé et les pays et les autres, voilà, c'est work in progress. Work in progress. Donc, les gens essaient ok, de voir ce qu'on peut faire, on teste, c'est des sandbox en fait, on teste des choses, est-ce que ça marche, on rajoute une couche, etc., etc. Donc ça, c'est effectivement, c'est des points à prendre en compte et, et, à, et à gérer. Mais je pense que le d'accord. risque est quand même moindre. D'accord. Alors, nous sommes rattrapés par le temps. Je vais peut-être poser mes deux dernières questions avant de passer la parole à Adji pour les questions des participants. Alors, deux dernières questions. Vous en avez parlé tout à l'heure un peu en début de propos. C'est cette crainte d'inégalité qu'on a dans l'utilisation des technologies numériques et de l'IA, d'abord entre le nord et le sud. On voit qu'aujourd'hui, il y a vraiment un gap, une différence, mais aussi à l'intérieur de nos pays, entre les zones urbaines et les zones plutôt rurales. Comment on fait justement pour garantir que cette inégalité ne soit pas trop grande, trop criarde entre ces différentes zones? Ouais. Euh, la première chose à faire, c'est d'accélérer le développement quoi, de l'IA. C'est paradoxal, mais il faut y aller. C'est-à-dire qu'il faudrait de toute façon que ceux qui sont
si on prend le contexte national, il faudrait pouvoir rattraper les pays du Nord. Donc, il faut y aller. Donc, il faut y aller à fond. Il faut développer nos infrastructures, développer nos compétences, donc nos capacités à créer de tels systèmes et à les gouverner, à les réguler, à les gérer. Donc, il faut tout le dispositif en matière d'infrastructure, c'est-à-dire aussi bien la puissance de calcul qu'il faut, la capacité de stockage qu'il faut, l'accès à Internet qu'il faut. Donc, il faut développer tout ça. Maintenant, au niveau local également, il faut mettre en place des systèmes et il faut que l'État même s'approprie l'IA pour le rendre, comment dire, pour le rendre classique pour tout le monde. C'est-à-dire, si on met en place, Incontournable. voilà, si on met en place mais par exemple, des services publics à travers quoi, des systèmes IA, ça veut dire que le service public est à destination quoi, de tout le monde. Donc, ça permet à tout le monde de démystifier quoi, l'IA. Mais maintenant, parallèlement, il faudrait mettre en place tout le dispositif qu'il faut pour que ces services-là soient accessibles par tous. Donc, il y a pas mal de choses qui sont faites au niveau des différents pays depuis plusieurs années. Et actuellement, on a le pacte numérique mondial qui a été lancé en septembre dernier à New York, et donc qui est le nouveau cadre au niveau mondial pour accompagner les pays les moins avancés à combler le gap. Et donc, il faudrait que les pays africains puissent s'approprier ce pacte numérique mondial-là et bénéficier en fait de tout l'accompagnement qu'il faut et le rendre opérationnel avec de vrais projets concrets pour combler ce gap interne-là. Mais il faut continuer parallèlement à accompagner ceux qui ont de l'avance à rattraper l'avance qu'ont les pays occidentaux. Ça, c'est primordial. Merci. Ma dernière question, finalement, c'est, je veux vous demander, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste concernant l'impact qu'aura l'IA sur l'éducation en Afrique de l'Ouest? Ben, je suis plutôt très optimiste. Hein. Je suis plutôt très optimiste. D'autant plus que le monde change et puis tout le monde se rend compte que ça change. L'IA est devenue incontournable. On va l'intégrer. Quand des pays comme le Sénégal commencent à mettre en place des dispositifs autour de l'ANAQ-Sup pour voir comment intégrer l'IA dans le système éducatif, on va avoir la même chose qu'on a eu en mettant en place l'ANAQ-Sup en tant que tel. Ça a été mis en place par le Sénégal, le CAMES qui regroupe l'ensemble des dispositifs d'accompagnement de l'enseignement supérieur francophone africain, a pris le relais pour mettre en place un cadre de gouvernance des universités virtuelles et de l'apprentissage en ligne. Si on le fait au niveau du Sénégal pour l'IA, ça va remonter aussi et ce sera diffusé en fait à travers l'Afrique. Donc le fait d'intégrer ça, ça va se généraliser. Et si ça se généralise, tous les acteurs de l'éducation vont peut-être se recréer, c'est-à-dire redéfinir leur méthode de travail et intégrer de plus en plus l'IA, comme ça a été le cas avec le numérique. Je me rappelle quand comment dire, les vidéoprojecteurs sont apparus. Je ne sais pas si vous étiez en salle de classe, mais nous, on est passé du transparent qui était projeté au vidéoprojecteur où il fallait faire ses PowerPoint. Ben, on a eu une phase de résistance au changement de quelques enseignants, mais petit à petit, ils l'ont intégré et on ne voit plus de transparent. Tout le monde fait ses projections et c'est devenu quelque chose de très courant. Ben, avec l'IA, ça va être la même chose. Petit à petit, tous les acteurs de l'éducation vont l'intégrer et ça peut aller très, très vite parce qu'il y a ce côté ludique de l'IA qui attire. Et donc, tout le monde veut pouvoir utiliser l'IA pour le buzz qu'il y a, mais parce que aussi ça permet de gagner du temps, ça permet d'être beaucoup plus efficace. Donc, je suis très optimiste par rapport à ça.
Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Je vais repasser rapidement la parole à Adji pour les questions des participants. Nous sommes rattrapés par le temps, malheureusement, mais merci pour vos réponses. Merci, Adji? Babacar. Oui, merci beaucoup pour ce second temps très intéressant. Merci encore une fois pour votre générosité, docteur Célina. On va maintenant passer à la partie destinée aux questions des participants. Il y en a pas mal, il y en a énormément. Et ça veut dire que le sujet est intéressant et il intéresse tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Donc, il y a des questions liées à l'impact de l'intelligence artificielle dans la zone rurale, la protection des données, les langues locales. Donc, on va commencer par la protection des données, juste pour poursuivre, notamment la question euh, qui, euh, qui faisait un lien avec le fait que l'Afrique n'a pas encore son propre data center. Comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut attendez, excusez-moi. Mais en fait, ça, c'est une question liée à la gestion des données, à la collecte des données et à la sécurisation des données qui sont collectées à travers l'utilisation de ces outils. Ouais. Merci beaucoup pour la question. Euh, donc, pour les données, effectivement, il n'y a pas assez de data centers. Je ne dirais pas qu'il n'y en a pas, il y en a beaucoup, mais il n'y en a pas assez et l'Afrique n'est pas identifiée comme le lieu où on va installer les data centers pour les grands groupes. Donc, ce sont les grands groupes, en fait, qui utilisent la plupart des outils utilisés par tout le monde, qui génèrent le plus de données. Donc, si vous avez votre téléphone portable ou votre ordinateur, où vous utilisez des applications qui sont créées par les grands groupes, donc toutes ces applications-là vont collecter pas mal de données tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ces données, effectivement, généralement, sont stockées en dehors quoi, de l'Afrique. Donc, il y a toute une dynamique actuellement pour renforcer les data centers qui sont au niveau africain, en faire plus de qualité et avoir des data centers opérationnels qui pourraient permettre en fait que certaines de ces données-là puissent être stockées au niveau africain. Mais c'est une vraie problématique en fait qui reste vraiment réelle. Par rapport maintenant aux données personnelles, ce qu'il faut savoir, c'est que en utilisant des outils de ces constructeurs-là, ben, à un moment donné, vous avez donné l'autorisation en fait d'utiliser vos données personnelles par ces structures-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est que ces structures disent que ces données-là, ils ne l'utilisent pas, mais maintenant, on n'a aucun dispositif qui permet de dire comment ces données-là sont utilisées par ces grands groupes-là. Donc, il suffit juste de faire quoi, mes confiances. Mais maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que quand ces grands groupes utilisent ces données-là, est-ce qu'il y a un préjudice qui est fait pour les populations africaines ou pas? Donc, ça aussi, c'est une autre question à gérer. Donc, ça dépend. Si c'est des données à caractère personnel, médical ou autre d'application que vous avez, là, ça commence à être inquiétant. Si c'est d'autres choses sur votre façon de vous déplacer, votre façon d'avoir tel ou tel contact ou autre, les sites que vous visitez, etc., etc. Ça aussi, ce sont des données personnelles et normalement, les grands groupes disent que ces données-là ne sont pas utilisées. Mais maintenant, c'est juste une histoire de confiance entre celui qui accepte de partager ces informations-là et l'autre qui collecte quoi, ces informations-là. Maintenant, on peut avoir des systèmes d'IA qui n'ont pas besoin spécifiquement de savoir que ces informations-là vous appartiennent ou appartiennent à l'autre. Ce qu'ils veulent juste savoir, c'est des tendances et ils utilisent ces informations-là de façon anonyme pour avoir quoi, ces tendances-là. Donc, ça dépend des systèmes d'IA qui sont utilisés, mais c'est vrai que c'est une vraie problématique, d'où l'intérêt en fait que l'Afrique se positionne comme étant un lieu où on peut générer de la donnée, gouverner la donnée et gérer en fait ses propres données. C'est ça que je peux répondre par rapport à cette question-là. Merci beaucoup.
toujours lié à la protection des données, il y a une question qui nous vient de Maurice Soa et c'était par rapport aux partenaires, à la coopération. En termes de protection des données et de la souveraineté digitale, comment est-ce que vous voyez la coopération avec les partenaires étrangers partant de la collecte des données, de la collecte à la sauvegarde des données La des collecte, jeunes partant de la collecte à la sauvegarde des données des ouais. jeunes qui utilisent ces Quel outils. type de partenariat? Il s'agit d'une... Comment voyez-vous gérer la coopération qu'il y a entre les États africains et les États... Bon, il y a rarement de coopération spécifiques qui permettent de donner à un État autre des données de la population, à part dans le domaine de la santé. Je ne vais pas creuser là, où ce sont plus des données statistiques qui sont partagées au niveau international. Mais à ma connaissance, je ne vois pas un partenariat entre un pays africain et des pays étrangers pour que ces données-là soient spécifiquement collectées par ces pays-là et conservées là-bas. Ce qui se passe, c'est plutôt au niveau des grands groupes internationaux, donc le secteur privé. Ce sont des multinationales qui opèrent en fait à travers le monde et qui collectent des données à travers le monde. Donc ça, OK. Mais je n'ai pas connaissance d'un partenariat spécifique entre un pays africain et un autre pays au niveau international pour que les données générées au sein de la population soient conservées en fait dans ce pays-là. Ok, peut-être qu'il n'y en a pas encore, mais peut-être qu'il y a des futurs partenariats qui vont se créer, notamment avec l'engouement qu'il y a autour. On ne sait jamais. Donc, je pense que la Ouais, question mais était moi je notamment pense, axée ouais, sur ce côté futuriste d'accord, mais je de... pense que la souveraineté est quelque chose de primordial quand il s'agit notamment des données et de la technologie. Et les pays africains gagneraient plutôt à investir en fait dans les infrastructures locales et dans les compétences locales pour pouvoir gérer toutes ces infrastructures-là, plutôt que de transférer en fait les données dans un autre pays. Ok, super. Donc, je vais poursuivre avec la question liée aux langues locales. On a eu une table ronde virtuelle disponible sur YouTube sur l'intégration des langues locales dans dans les systèmes éducatifs ouest-africains. Et là, il y a une question intéressante qui s'intéresse justement à ça, l'utilisation. Comment est-ce que l'utilisation de l'intelligence artificielle pour intégrer les langues locales dans le processus d'apprentissage, comment Ouais. est-ce que ça peut se faire et en tenant Mm. compte de tous les avantages que cela peut apporter Ouais. à nos communautés? Tout à fait. Excellente question qui est d'un intérêt particulier euh, et que je vais décomposer en deux. C'est-à-dire que déjà, on a depuis tout le temps, hein, depuis que moi je suis bébé, on a la problématique d'intégrer les langues locales dans le système éducatif. Donc, il y a eu pas mal de projets pour essayer d'intégrer ça qui n'ont pas abouti vraiment. Et donc, on a déjà la problématique de dire est-ce que on est capable de transmettre vraiment toutes les connaissances avec nos langues locales. Donc ça, c'est la première problématique. On peut le faire peut-être quand on parle de l'histoire, quand on parle de trucs, mais quand on parle d'aspects techniques, quand on parle de mathématiques, quand on parle de trucs, après, ça peut être très compliqué. Ça peut se faire, hein, mais il faut repartir à la base et éduquer nos populations, en fait, sur la connaissance même des mots simples pour décrire tous ces concepts-là. Donc, rien qu'en termes pédagogiques. Maintenant, l'IA, par contre, peut aider. Parce que l'IA, en fait, on peut intégrer la plupart de nos langues hein, dans le contexte de l'Afrique de l'Ouest. On a plutôt des langues qui sont parlées et moins écrites. Ce n'est pas la même chose, par exemple, en Afrique australe, où on a des langues africaines qui sont écrites et qui sont utilisées même dans le système éducatif. En Afrique de l'Ouest, c'est moins le cas. On a plus des langues parlées. Et donc, l'IA peut aider en fait à l'appropriation des mots clés
qui décrivent les concepts. C'est-à-dire qu'on peut y aller step by step. D'abord, si on a des systèmes d'IA qui permettent d'apprendre les concepts, par exemple les concepts mathématiques, les concepts de physique, les concepts de biologie, etc., en langue locale, ça peut être un premier outil, en fait, qui peut très rapidement être un petit assistant, en fait, qui permet de faire apprendre quoi, les mots des différents concepts en langue locale. Et ensuite, on peut également utiliser l'IA, en fait, pour la traduction, après, automatique, en fait, de tous ces cours-là qui existaient en langue quoi, mais locale. Mais ça se ferait dans un second temps. Il faudrait d'abord que ces concepts-là de base puissent être compris, en fait, par les différentes quoi, populations. Donc, je pense qu'on a deux problématiques à ce niveau-là. C'est bien de développer nos langues locales, ça c'est sûr, c'est indéniable, mais c'est important également de trouver la bonne approche parce qu'on a déjà un problème de compréhension de nos langues locales pour certains concepts. Voilà. Mais maintenant, on a actuellement, par exemple, un programme qu'on est en train de mener avec l'Association des historiens du Sénégal et l'équipe, en fait, qui a travaillé sur l'ouvrage L'histoire du Sénégal pour mettre en place un dispositif basé quoi, sur l'IA pour apprendre l'histoire du Sénégal. Voilà. Mais dans un premier instant, c'est un apprentissage en langue française de notre histoire. Et ensuite, dans un second temps, on intégrera quoi, les langues locales pour apprendre quoi, l'histoire dans nos langues locales. Donc, c'est une bonne question et c'est vraiment l'un des axes de recherche qui est très, très, très prisé actuellement par les différents chercheurs en IA Africa. Passons maintenant par rapport aux zones rurales. Là, je vais juste prendre une question pour pouvoir rester vraiment dans la limite des temps. La question était vraiment à savoir quel est l'impact notamment de l'intelligence artificielle dans le milieu rural en Afrique. Est-ce qu'il y a un moyen de l'intégrer, de le vulgariser dans le milieu rural dans notre région ouest africaine? Oui, tout à fait. C'est comme le mobile. On a eu la même question quand le mobile quoi, se développait, où toutes les prévisions qui venaient quoi, de l'Occident disaient que le mobile ne marcherait pas en Afrique parce que voilà, c'est pas très numérisé, c'est pas très technologique. Mais pour autant, on a vu que même dans les zones rurales, on a une pénétration du mobile qui est très importante et même son utilisation en fait pour faire certains services donc quoi, qui est très utilisé. Donc, de la même façon, je pense que l'IA, on peut mettre en place quoi, des systèmes qui marcheraient avec même des supports qui sont des supports de base, avec un téléphone quoi, de base et qui pourraient utiliser quoi, de l'IA. Donc, je suis très confiant sur le fait que l'IA puisse se développer même dans les zones quoi, rurales au niveau africain. Merci beaucoup pour votre participation. Il y a beaucoup de questions. On ne pourra pas tous les relayer par souci de temps. Merci beaucoup à tous d'avoir été avec nous jusqu'à maintenant. Je vais laisser la parole à Gilles Yabi pour son mot de conclusion, pour la conclusion. Merci, Adi. Merci. Oui, merci beaucoup, Adji, merci Babacar, merci à toutes et à tous, et surtout Dr Seydina Ndiaye. Alors, je ne sais pas si vous avez une contrainte immédiate, sinon j'aurais quand même une ou deux dernières questions pour vous, puisque j'ai essayé de les glisser à mes collègues de manière discrète, mais ils ne les ont pas relayées. Et je pense aussi que ce sont peut-être des préoccupations qui sont partagées par d'autres. Et donc, ce sont vraiment mes deux dernières questions avant de conclure cette conversation et de vous libérer. Je sais que vous êtes extrêmement occupés. La première, c'est par rapport en fait à l'accélération dans ce domaine. Il y a énormément de développement, ça va très, très vite, tout le temps. Quelle est la capacité de définir des politiques
dans un domaine comme celui-là, y compris des politiques de régulation. On voit qu'il y a bien sûr beaucoup de bénéfices, mais il y a aussi des risques importants liés au développement de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut, en particulier dans nos pays où on a déjà du mal à avoir des cadres pour des questions qui sont moins complexes et moins évolutives, comment est-ce qu'on peut réellement avoir des cadres qui soient stabilisés alors que la technologie elle-même va extrêmement vite? Et la deuxième question, je pose toutes les deux en même temps, comme ça vous pouvez, voilà, vous pouvez répondre à toutes les deux. La deuxième, c'est, je pense qu'on n'a peut-être pas suffisamment souligné les craintes presque philosophiques aussi liées aux usages de l'intelligence artificielle, et y compris les enfants, les plus jeunes âges, qui aujourd'hui dans nos villes, évidemment en particulier dans nos villes, et au sein de certaines classes qui ont accès au téléphone portable et à Internet, on n'a pas du tout de régulation. On a un accès très tôt au téléphone portable, au smartphone, aux applications. Dans ces applications, il y a déjà de l'IA. Et au fond, on a l'impression qu'il n'y a pas du tout de discussion dans l'espace public, dans les pays de la région, sur les risques qui sont liés à ce taxer à des technologies qui ne sont pas produites localement et surtout dont on ne comprend pas nécessairement tous les ressorts et toutes les implications. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui fait partie de vos domaine de réflexion, au-delà de voir tous les avantages, de voir tout ce qu'on peut mobiliser pour l'enseignement, et vous avez décrit tout cela, mais les risques quand même que cela pose fondamentalement pour l'avenir de nos sociétés, pour la capacité de continuer à mobiliser le cerveau humain et de continuer aussi à le laisser se développer hors des écrans pendant une certaine période. Et je termine en citant, on voit des vidéos qui tournent généralement des patrons des GAFAM, comme on les appelle, ces grandes entreprises qui souvent interdisent à leurs propres enfants l'usage des téléphones très tôt, en tout cas, compte tenu en particulier des risques liés aux réseaux sociaux. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez un peu de tout cela? Merci. Merci Gilles hein, pour les deux questions qui sont presque une question par rapport au risque. Vous êtes orienté risque, hein, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui sont orientés risque par rapport à la technologie et plus spécifiquement par rapport à l'intelligence artificielle. Dans le cadre du comité consultatif au niveau des Nations Unies, dont je fais partie, quand on a commencé nos travaux, en faisant une première analyse des opportunités et des risques donc, de l'intelligence artificielle. Donc, on a vu toutes les opportunités qu'on avait et on a essayé de voir tous les risques. L'un des risques, et qui nous semblait être le risque quand même qui était l'un des plus importants, c'était le risque de ne pas aller vers l'intelligence artificielle. C'est le plus grand risque. C'est-à-dire que la technologie va tellement vite que si on se dit on n'y va pas, ben, on risque d'abord d'être largué, de ne pas maîtriser son évolution, d'être dépendant, de ne pas faire l'analyse qu'il faut pour bien utiliser, etc., etc. Donc, le premier risque, c'est surtout de ne pas prendre en compte cette technologie-là dans tous ses aspects, en termes de politique publique, en termes de gouvernance, en termes de développement, en termes d'appropriation, etc. Donc ça, c'est le premier risque. Et donc, ça répond à votre première question, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus au niveau africain, on a la stratégie IA au niveau de l'Union africaine, on a pas mal de pays qui ont développé leur stratégie, mais la problématique qu'on a, c'est que souvent, ces stratégies se limitent à du papier. C'est-à-dire qu'on met en place la stratégie, le document, pour avoir le papier et pour dire que, check, on a une stratégie. Et ça fait monter dans le classement des gens, des pays, en fait, qui sont dans l'ère de l'IA. Et rien derrière n'est fait. Et donc, ça aussi, c'est l'un des risques. C'est-à-dire le risque que les politiques se limitent à avoir le document de politique publique sans le mettre en œuvre. Et ça, c'est un vrai risque mais pour l'Afrique. Et on voit que souvent, c'est le cas. Souvent, on a des stratégies et on n'a pas une vraie mise en œuvre de ces stratégies-là avec un vrai suivi
et une vraie implémentation. Et effectivement, c'est l'un des risques pour lequel moi je me bats actuellement, c'est de dire aux gouvernants africains que l'IA, on peut y aller dès maintenant. Et il ne faut pas voir ça comme étant quelque chose pour l'étranger, mais c'est quelque chose pour tout le monde. Et la meilleure façon de bien s'en sortir, c'est de maîtriser la technologie et de mettre en place tout le cadre qu'il faut. Maintenant, en ce qui concerne les risques de l'utilisation, souvent, en fait, il y a une réglementation déjà existante pour la plupart des choses. Il y a rarement un cas spécifique qui ne concernerait que des systèmes médias. Donc, ce qu'il faut, c'est voir par rapport à toute la réglementation qui existe, comment cette réglementation-là prend en compte l'IA. Et non pas avoir une réglementation spécifique sur l'IA parce que c'est très compliqué. Parce que ça change tout le temps. Et si on prend juste la réglementation qui existe, on peut prendre en compte peut-être 90% de toutes les problématiques qu'on pourrait voir avec l'utilisation de l'IA. Maintenant, ce qu'il faut prendre en compte spécifiquement, c'est le processus de validation et de mise en œuvre de ces systèmes d'IA-là. Donc ça, c'est spécifique. C'est-à-dire que quels sont les systèmes d'IA qu'on autorise à être utilisés dans les dispositifs actuels et quelle est la validation qu'on peut mettre en place pour permettre à ces systèmes-là d'opérer. Et quand ces systèmes opèrent, quel est le dispositif à mettre en place pour continuer à le monitorer? Parce que les systèmes d'IA, ne finit pas en fait avec son déploiement. Il faut le monitorer pour voir si ça ne diverge pas, parce que ça peut donner des résultats satisfaisants à un instant T et quelques années plus tard, faire n'importe quoi. Donc, il faut continuer à le monitorer. Et donc, tout ça, il y a un dispositif à mettre en place. Il faut mettre en place un dispositif, surtout pour les pays africains, pour savoir comment gérer l'IA embarquée. L'IA embarquée, ça veut dire que c'est un système qui peut être n'importe quel type de système, qui peut être dans les outils qu'on nous vend, qui peut être dans les médicaments qu'on nous donne, parce qu'avec la nanotechnologie, on peut tout avoir, etc. Et donc, de savoir comment le gérer, il faut le déclarer, il faut savoir ce que ça fait et il faut passer par un système d'autorisation. Donc ça, peut-être qu'il faut voir ce type de réglementation pour essayer de voir pour certains types, je ne dis pas que ça doit être fait pour tout, mais pour certains types d'IA, d'autant plus que là, on part de plus en plus. Il y a une semaine, j'étais à la Silicon Valley chez Meta et il faut savoir que globalement, le monde part maintenant vers des systèmes d'IA autonomes, donc des agents. Vers des agents, c'est-à-dire des agents, c'est des systèmes d'IA qui sont capables d'interagir avec leur environnement. Ça veut dire qu'on va aller de plus en plus dans les prochaines années vers des systèmes d'IA qui vont pouvoir interagir avec l'environnement, c'est-à-dire avec le monde réel. Donc, être autonome et faire des choses sans que ça passe par la validation humaine. Donc ça commence à être très critique parce que ça peut vouloir dire que l'IA sera capable de faire des choses à notre insu et des choses sur le monde réel. Donc ça, c'est vraiment des choses à voir, à étudier, à voir l'impact c'est quoi. Quand on arrivera là, comment le gérer, comment le réguler, etc. Donc effectivement, c'est une excellente question. Et c'est d'autant plus important qu'il faut que les pays africains fasse tout pour investir sur les compétences, c'est-à-dire notre capacité à réguler ce type de choses. Quand on parle de compétences, ce n'est pas que les compétences techniques, la capacité à produire, mais c'est également la capacité à comprendre ces choses-là, la capacité à réguler ces choses-là, la capacité à faire du business
dans ça, etc., etc. Donc, les compétences en termes d'IA ne sont pas que des compétences techniques de création de l'IA, mais c'est d'utilisation de l'IA, de la gestion de l'IA, de la gouvernance de l'IA, etc. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y avait une deuxième hein, sur les enfants en particulier. Oui, bon, ça englobe le tout, hein, c'est-à-dire que réguler, c'est réguler tout, c'est réguler aussi bien les adultes que les enfants. Maintenant, privé, dans le cadre privé, chacun est libre de voir comment gérer cet aspect-là. Mais c'est sûr que rien que l'accès à Internet est quelque chose de critique, mais pour un enfant, même sans intelligence artificielle. Maintenant, s'il y a de l'IA, ben, c'est encore plus critique. Donc, il faut pouvoir, dans la sphère familiale, pouvoir gérer en fait ce type d'accès-là, savoir à quoi va accéder nos enfants. Mais ça, c'est plutôt au niveau familial qu'il faut le gérer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que rien que donner accès à des outils numériques à des enfants, il faut le gérer. Quand on va sur Internet, il faut encore plus le gérer. Et quand on va sur des outils qui utilisent de l'IA, il faut renforcer encore plus la surveillance. Merci beaucoup. Et effectivement, je posais la question parce qu'on a un peu l'impression qu'il n'y a pas de politique publique et qu'il faut aussi orienter les familles, les parents et qu'il n'y a pas vraiment de message et que seuls les parents, justement, qui ont un certain accès déjà à un certain niveau, accès aux technologies, peuvent aussi savoir et apprécier les risques et gérer peut-être les âges auxquels correspondent certains usages. Mais merci beaucoup. Alors, on termine toujours quand même par des recommandations clés, 2, 3, pas plus. Si jamais vous vous retrouvez invité à un sommet de chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO et à un sommet de l'AES, puisque pour l'instant, on a malheureusement une division dans la région, et que vous avez l'opportunité de passer 2, 3 messages aujourd'hui par rapport aux enjeux de l'intelligence artificielle et en particulier par rapport au système éducatif, quels seraient peut-être 3 messages clés que vous pourriez formuler? Le premier message, c'est de leur dire que l'intelligence artificielle est une histoire de tous, y compris de l'Afrique, et qu'ils doivent faire confiance en la capacité de leur population à maîtriser ces technologies-là et à en faire une réalité. C'est vraiment accessible à tout le monde. Maintenant, la deuxième recommandation, c'est d'accompagner le développement de l'intelligence artificielle en Afrique. En faisant quoi? En investissant comme il se doit dans les infrastructures. L'accès à la capacité de calcul, l'accès aux infrastructures de données et à Internet doit être aussi prioritaire que l'accès à l'eau et à l'électricité. Et que ce n'est pas un luxe et que c'est une nécessité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a vraiment des investissements qui se font sur autre chose, mais il faut mettre dans les priorités, en fait, l'investissement sur tous ces dispositifs-là. La troisième chose, c'est d'intégrer, d'être les premiers utilisateurs de l'IA Made in Africa, c'est-à-dire de donner la possibilité à leur économie nationale de produire de l'IA et d'être les premiers clients et de l'intégrer en fait dans les dispositifs de services publics. C'est comme ça en fait que l'IA va se généraliser et qu'on pourra créer des champions au niveau africain qui produisent en fait des systèmes d'IA pour résoudre nos problèmes africains et les problèmes du monde. Voilà. Merci beaucoup et je pense qu'on peut ajouter à cela ou simplement la synthétiser en disant que ça suppose aussi de faire confiance à l'expertise africaine qui se développe en la matière, évidemment la vôtre et celle de vos collègues, la mobiliser, lui faire confiance et consulter des personnes comme vous sur tous ces aspects et peut-être aussi impliquer d'autres spécialités, y compris à nouveau de la réflexion sur les enjeux sociétaux liés à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Dr. Seydina Ndiaye. C'est fut un immense plaisir de vous avoir, de vous écouter.
Et mon mot de conclusion en général va être très bref, remercier tous ceux qui nous ont rejoints. Avec privilège un peu d'organisateur, je peux voir le nombre, mais aussi la diversité, la qualité des personnes qui ont suivi cette conversation et qui ont posé des questions de différents pays africains et de la diaspora et au-delà. C'est une plateforme qui est ouverte à tout le monde. Et souligner vraiment que ce type de conversation, je pense, illustre la mission que nous nous sommes donnés à Watsi, d'avoir cette réflexion collective permanente sur les enjeux les plus importants pour le présent et pour l'avenir de nos sociétés. Rappelez également que cet événement, comme tous les autres en ligne, sera disponible très rapidement sur notre chaîne YouTube et sur le site internet de Wati. Il y aura aussi une autre résumé qu'on appelle Quick à Wati qui sera produit dans quelques semaines sur la base de cette conversation. Rappelez donc que vous pouvez vous abonner à la newsletter de Wati pour ne rien perdre de nos publications et de nos événements. Et remercier toutes celles et tous ceux qui ont été impliqués dans l'organisation de cet événement, Mariem, Babacar, Adji, toute l'équipe de Wati et bien sûr notre partenaire de l'ambassade d'Irlande que je remercie également chaleureusement. Merci à chacune et à chacun de vous. Excellente fin de journée. Merci encore, Dr. Sidi Ndiaye. Et au plaisir, on vous réinvitera et je suis sûr que vous répondrez à nouveau positivement. Pas de problème. Merci à tous. Merci à tous. À très bientôt. Allez. Merci à tous.